Bonjour Philippe, Bonjour Charles. bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai quitté mon grenier pour une émission exceptionnelle quelque part dans une campagne en France, dans la maison de Philippe Béchade que j'ai rejoint pour le week-end, pour fêter ces 1 an de crise, ces 1 an de pandémie avec Philippe. Et puis on a pas mal échangé tous les deux pour justement partager nos interrogations, nos incertitudes, nos questions, aussi bien sur les aspects sanitaires évidemment que sur les aspects, vous l'imaginez bien, économiques. Voilà, donc on souhaitait offrir une petite vidéo anniversaire spéciale 1 an de confinement, tout en sachant que on ne pensait pas, Philippe, qu'on serait à nouveau confiné le jour où on ferait cette vidéo qu'on avait prévue de longue date. Oui, ça fait 1 mois qu'on avait programmé ça, en se disant qu'on ne risquait effectivement pas de mauvaises surprises, puisque mi-novembre, notre président de la République avait affirmé qu'il n'y aurait pas de reconfinement, et mi-janvier, le ministre de la Santé jurait également ses grands dieux que le confinement était l'ultime extrémité. D'ailleurs, on avait de nombreuses études qui démontraient que le confinement n'apportait pas de vrais bénéfices concernant la pandémie. Voilà, donc on s'était donné rendez-vous ce week-end, effectivement, 1 an après le premier confinement, quand on ne savait pas. Et qu'est-ce qui a changé depuis 1 an? Je dirais presque tout. D'abord, toutes nos libertés, celles qui sont inscrites dans la Constitution, ont été volatilisées, on va dire. En tout cas, mises complètement entre parenthèses. Totalement mises entre parenthèses en quelques décrets présidentiels. On a donc découvert que les critiques émanant de quelques universitaires situés, on va dire, très très à gauche, qui critiquaient déjà la façon dont cette constitution avait été taillée sur mesure pour Charles de Gaulle, se disaient si un jour on avait un président un peu autocrate, pas très à cheval sur le respect justement de tout ce que garantit notre constitution, eh bien celle de 58 lui aurait permis effectivement de prendre des décisions un petit peu abusives. Ou en tout cas très fortes. Très forte. Enfin, la restriction de la liberté de se déplacer, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Enfin, moi, je rappelle... Il n'y avait que dans l'ex-URSS qu'on avait un passeport interne. Hein. Oui, tout à fait. En Chine également. Voilà, et en Chine. J'ai visité il y a 3 ans. Voilà, il y avait un vrai passeport pour passer du Xinjiang aux autres régions semi-autonomes. Voilà. Qu'on se remette simplement 15 mois en arrière, imaginons que le président de la République ait décidé que s'il y avait quelques cas de Covid, je ne sais pas, en Allemagne, en Angleterre, les Français se verraient contraints d'observer une quarantaine à leur retour du Royaume-Uni ou de la Germanie. Vous auriez eu un tollé général, comment peut-on comme ça, totalement... oublier les fondements des accords de Schengen, la liberté de circulation, ça aurait été probablement un tollé. Alors c'est aussi, en tout cas c'est comme ça que j'ai analysé les choses, c'est aussi parce qu'on a laissé volontairement toutes les frontières ouvertes, qu'on a laissé, plutôt que de fermer des compartiments étanches que sont les nations et les pays, on a évidemment tout laissé ouvert. En laissant tout ouvert, on a... à défaut, au moins on peut s'accorder là-dessus, accélérer la diffusion, favoriser la circulation du virus. En tout cas, on ne l'a pas ralenti, on l'a plutôt favorisé, accéléré. Et donc, c'est parce qu'on n'a pas fermé les frontières qu'on se retrouve chacun enfermé chez soi. Donc, il y a une espèce d'absurdité intellectuelle à ce niveau-là qui a des coûts économiques très forts. Donc, on a ce premier échec dans la fermeture des frontières, effectivement, qui est un gros mot et qui va nous amener là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire on ne s'en sort pas. On est dans première phase, deuxième phase, maintenant ce qui ressemble à une troisième phase ou à une troisième vague quand on écoute Castex. On se retrouve avec une incapacité à gérer les masques, on se retrouve avec une incapacité à gérer les déconfinements, à gérer effectivement l'isolement des malades. Enfin bon, il n'y a rien qui fonctionne là-dedans, avec des coûts qui sont absolument prohibitifs. Et donc 1 an après, on a aussi les premiers chiffres, c'est-à-dire que Dussopt là, nous a dit que ça avait coûté au moins 160 milliards d'euros. Philippe, pour toi, le coût là déjà de cette première année, tu penses que c'est combien ?
Tu partages l'analyse de Dussopt qui te dit à peu près 160 milliards d'euros. Tu penses qu'on est dedans ou c'est plus, c'est moins? C'est au moins 160 milliards, c'était 160 milliards avant le début de ce troisième confinement d'environ un tiers de la France, mais je pense que si on en reste à un tiers, on sera bien heureux. Donc ces 160 milliards, c'est à la fois le coût du soutien de gens qui ont perdu leur travail par décision administrative et bien sûr le manque de recettes fiscales liées au ralentissement économique. Donc c'est double, il y a une partie aide, donc c'est un coût volontaire. La dépense, ce qu'on dépense et ce qu'on rentre pas. Et en face, effectivement, ce qu'on rentre pas. Alors ce qu'on ne rentre pas, quelque part, les États-Unis, eux, par exemple, font ce choix depuis 20 ans, ou peut-être que ça va être remis en cause avec l'administration Yellen-Biden, puisqu'on envisage de taxer les riches, c'est-à-dire des gens qui gagnent plus de 400 000 $ par an. D'accord. Voilà. Ok, là on a une définition précise. Voilà, de la richesse. Aux États-Unis, c'est plus de 400 000 $ par an. Actuellement, les Américains touchent un chèque de 1 400 $ s'ils gagnent moins de 75 000 $ par an, c'est-à-dire 6 666 € par mois ou 5 350 € au dernier cours du dollar. Par personne, par foyer? Par personne, donc un foyer c'est 150 000. Donc un foyer c'est 150 000. Et s'il y a des enfants ou s'il y a des collatéraux, etc., si par exemple une grande maison héberge, on va dire, 2 ou 3 générations, cette famille peut recevoir plus de 7 500 $. Enfin, ouais, c'est énorme en fait. C'est vraiment l'hélicoptère monnaie tel que ça avait été prophétisé à l'époque de Ben Bernanke, qui était c'est lui qui dit l'hélicoptère monnaie. Quoi. Voilà, donc l'hélicoptère monnaie, ça y est, il est lancé aux États-Unis. On sait que généralement ce qui se passe aux États-Unis ne va pas tarder probablement à être adopté de ce côté-ci de l'Atlantique. Pour en revenir donc à la question du coût, les calculs pour le premier confinement avec l'arrêt complet de l'économie, c'était 2 milliards par semaine. Là, on pense qu'avec ce confinement light, qu'on ne doit plus appeler confinement pour des raisons sémantiques, etc., là, on pense qu'on est plutôt sur 1,2 milliard ou 1,5 milliard par mois. Ce qui est quand même. Oui, c'est 4 fois moins. Enfin, 4-5 fois moins. C'est 4 ou 5 fois moins. Maintenant, comme on n'a pas de chemin, on n'a pas de calendrier de déconfinement, il existe au Royaume-Uni, il existe en Allemagne, il existe dans d'autres États, donc on ne sait pas du tout si finalement on aura ou pas la possibilité d'aller dans un restaurant d'ici le mois de juin, le mois de juillet. Je me mets à la place des gens ou de nos amis étrangers européens qui aiment beaucoup venir en France l'été. Je n'en vois pas un seul pouvoir aujourd'hui imaginer qu'il va faire une réservation, sachant qu'il n'y a aucune certitude que l'hôtelier soit ouvert et qu'on puisse aller au restaurant d'à côté, etc. Donc je veux dire que là, les décisions qu'on vient de prendre, on comprend déjà qu'elles vont avoir des conséquences au moins jusqu'à l'été, voire que ça va peut-être nous pourrir la période estivale. Le tourisme représentant entre 10 et 11% du PIB français, mais représentant plus de 15% des emplois, on voit déjà que ça va coûter cher, puisque on va prolonger forcément les aides aux restaurateurs ou aux hôteliers qui décideront par exemple de ne pas rouvrir si on dit que la jauge est à 50%. Oui, ça ne sera pas rentable pour eux d'ouvrir. Ça ne sera pas rentable. Ou alors ils ouvrent en K2, il y a monsieur en cuisine, madame en salle, il n'y a pas d'extra, il n'y a pas de serveurs qui sont recrutés, pas de serveuse, pas de chef de salle, etc. Et on opte pour une formule buffet ou panier repas où il n'y a personne en cuisine, donc pas de saucier, pas de spécialiste des poissons, pas de pâtissier. Ouais, c'est le service minimum. Là. Voilà. Donc, il faut quand même qu'on se prépare à ce que la France ne fonctionne pas à plein régime, comme d'autres pays européens dont le tourisme est un apport marginal en termes de PIB. Les Espagnols, je pense qu'ils vont tout faire pour avoir le maximum de touristes cet été, sinon effectivement l'Espagne est très très mal. Donc ça c'est cet aspect-là. Pour le reste, l'industrie, ça va continuer un petit peu de tourner. Bon, je vois évidemment personne avoir besoin d'acheter une voiture dans l'urgence là pour les 4 prochaines semaines. Non, c'est clair. Voilà. D'ailleurs, je trouve qu'on constate que le ralentissement était très brutal. Quand je suis venu, que j'ai pris la voiture, je me suis déplacé pour venir jusqu'à chez toi, il n'y avait pas un chat sur l'autoroute. J'étais seul sur une autoroute 2 fois 3 voies. Enfin, c'est même assez saisissant de se dire, voilà, le 20 mars ou le 21 mars, je ne sais plus, 21 mars,
et il n'y a plus personne sur des autoroutes qui d'habitude sont hyper fréquentées. Voilà. Là, les recettes du péage de Saint-Arnoux, elles vont chuter de 80%. C'est clair. Grosso modo. Saint-Arnoux est à la frontière de la zone occupée, de la zone confinée, pardon, je veux dire. Donc Saint-Arnoux est à la frontière des Yvelines. Après, on peut aller jusqu'en Bretagne. Après, on ne pleurera pas forcément sur les bénéfices plantureux des sociétés, des sociétés d'autoroutes, mais en tout cas, c'est évidemment un signal faible qu'on peut tous constater quand on prend notre voiture et qu'on circule. On peut constater ce ralentissement qui est majeur, en tout cas dans les zones confinées. Alors justement, à propos de ralentissement majeur, Philippe, il y a encore quelques jours, Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, faisait état d'une prévision de croissance mirifique pour 2021. 5,5. Voilà, 5,5. Ton avis là-dessus, justement, tout en sachant qu'on peut penser qu'il était pas dans le secret des dieux, mais enfin on peut penser quand même que le gouverneur de la Banque de France a quelques petites relations avec le gouvernement, donc il nous fait une prévision de croissance assez mirifique alors que le confinement, un reconfinement en tout cas se profilait. Je pense qu'on va avoir un deuxième semestre de feu. Bon, sauf évidemment si cet été on n'a pas un touriste. Donc il n'y a pas un avion de vol, ou très peu. Donc on va avoir un deuxième semestre de feu. Parce que le premier, lui, il est déjà mort, on sait que ça sera en récession. Le deuxième sera probablement également en récession. Et on vient d'un quatrième trimestre 2020 qui était déjà en récession. Donc on a 3 trimestres en récession, on est les seuls au monde. D'accord. Aujourd'hui, la France, on est les seuls à enchaîner 3 trimestres de récession, le dernier de 2020 et les 2 premiers de 2021. Voilà. Alors si on prend comme exemple, par exemple, la Suède, qui n'a pas confiné. La Suède, mauvais. C'est politiquement incorrect. Non, la Suède, par contre, je suis très très bien renseigné. Bon, je ne vais pas vous décrire exactement pourquoi je connais bien ce qui se passe en Suède, et je pourrais dire semaine après semaine, mais je vous prie de me croire sur parole. J'ai des informations de première main avec des Suédois de Suède, et donc ils nous expliquent que le confinement n'a pas été jugé nécessaire parce que culturellement il y a une habitude de distanciation sociale. Il n'y a pas de shake hand, de serrage de main. Serrage de main en Suède, la bise effectivement n'existe pas. Donc déjà ils ont un comportement qui est beaucoup plus compatible avec les gestes barrières. Voilà, et c'est pourquoi les Suédois m'ont dit de façon très très humoristique, en France, donc désormais il faut que vous mettiez 4 mètres de distance, et vous voulez que ça devienne la norme, ces 4 mètres de distance. Nous les Suédois, ça va leur dire, il va donc falloir qu'on se rapproche quand on est en arrêt de bus. Oui, voilà. Donc la Suède n'a pas confiné. Le Texas a commencé à déconfiner donc fin février. Miami, qui va accueillir des centaines de milliers d'étudiants en spring break, a également commencé à déconfiner il y a plus de 3 semaines. Lorsque nous, on essayait de ne pas confiner, mais qu'on restait quand même incarcérés 12 heures par jour, parce qu'en fait, on est quand même confiné 12 heures par jour, ce qui n'existe également nulle part ailleurs. À partir de 18 heures, c'est terminé. Ça n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Alors bien sûr, le gouvernement a beau nous dire, mais en Allemagne, ils sont confinés, en Belgique, ils ont également pris des mesures, etc. Le confinement, en Allemagne, c'est 21 heures. Ça n'a rien à voir avec 18 heures, on ne peut pas aller faire ses courses. C'est clair. Bon. Donc le Texas, la Floride, qui sont des États où on compte entre 25 et 30 millions de personnes, donc on n'est pas sur un désert, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie du centre. Depuis qu'ils ont commencé à déconfiner, les courbes d'incidence sont en baisse. L'équivalent, on va dire, des prises en charge d'urgence ou SOS médecins sont en baisse, et le nombre de décès est en baisse. Alors que le Texas a été durement touché. On a eu beaucoup, effectivement, de reportages sur Houston où, effectivement, les gens faisaient la queue devant les hôpitaux. Rappelons quand même que là-bas, aux États-Unis, si vous n'avez pas votre petite carte de crédit ou la carte comme quoi vous êtes bien un assuré social et que vous avez une mutuelle, on vous envoie dans un autre hôpital. C'est-à-dire qu'il y a saturation et saturation. Oui. Il faut le comprendre. Mais comme en France aujourd'hui, on explique que les hôpitaux sont saturés, mais il y a des cliniques et les capacités des établissements privés ne sont jamais évoquées. Et donc on préfère effectivement organiser à grands frais des transferts de patients de la région parisienne, qui est évidemment là où il y a les plus gros plateaux en nombre
médicaux. Je veux dire, c'est pas comme si on était au fin fond du Sahara où effectivement on doit organiser le rapatriement d'un patient parce qu'on peut pas le soigner là-bas et qu'il n'y a pas les infrastructures. Là, c'est évidemment pas le cas en région parisienne, et puis on parle pas des infrastructures privées. Donc, en région parisienne, on a quand même fermé le grand hôpital de Beaujon, l'Hôtel-Dieu, Garches. Bon, Garches n'avait pas une vocation à faire de la réa de personnes Covid. Garches accueille les accidentés de la route. Donc quand ceux-là sont en réa, ils sont véritablement en réa. C'est-à-dire qu'ils sont en coma artificiel. C'est lourd. Des cas dramatiques. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'en région parisienne, on a quand même vu passer en réa des gens qui avaient peut-être des petites allergies et qu'on a mis 2 heures sous oxygène. Donc le terme réa recouvre beaucoup de réalités, de degrés de gravité différents. Et c'est très facile d'envoyer des gens qui toussotent ou qui ont un petit problème avec les pollens. C'est très facile de les faire rentrer en réa, de cocher rentrer en réa, et vous faites exploser le chiffre de réa. Car dans le même temps, vous n'avez pas davantage d'appels à SOS Médecins pour des gens qui ne se sentent pas bien, parce que d'un seul coup, le Doliprane ne suffit plus. L'analyse des eaux usées en région parisienne ne montre pas du tout de hausse de l'incidence, c'est-à-dire de degré de contamination générale, et le nombre de décès, on est repassé en dessous de 200. On est à 185. Voilà. Alors qu'on nous expliquait il y a 3 semaines, c'est horrible, chaque semaine vous avez l'équivalent d'un Airbus A330 qui s'est écrasé. Alors je rappelle quand même pour ceux qui aiment les statistiques que en période hors pandémie, c'est-à-dire plutôt de mai à octobre, compte tenu de notre démographie, il y a effectivement 3 Boeing 777 qui s'écrasent chaque mois. Non, pardon, qui s'écrasent chaque jour, puisque nous sommes 67 millions et qu'il y a une proportion de gens qui vieillissent et donc qui atteignent l'âge statistique de décès. Donc ces images de le Boeing s'est écrasé et Macron les a fait mourir, je trouve ça mais d'une bêtise et d'une puérilité. Ou comme M. Castex qui disait « Là, nous avons une entrée en réanimation ou une admission à l'hôpital tous les 4 minutes. » Alors je rappelle, parce que là, il y a quand même des gens dans les hôpitaux qui connaissent un petit peu les chiffres, parce qu'eux, ils sont dans les services de réanimation et ils sont saturés depuis 15 ans, qu'en période normale d'octobre à mars, avec les affections pulmonaires saisonnières, la grippe saisonnière, les réa sont toujours saturés. Et ils ont une entrée en hospitalisation, non pas tous les 4 minutes, mais tous les 5 minutes. Donc effectivement, d'un seul coup, on a perdu 1 minute, donc c'est extrêmement grave. On va tous mourir, sauf que là, si on avait eu le même nombre de lits de réa qu'on en avait au mois de mai 2020, il ne serait pas question de reconfiner pour éviter la saturation. Vous prenez la Creuse, où je crois qu'il doit y avoir 12 ou 14 lits de réanimation. Donc vous avez pas mal de gens dans la Creuse qui sont un petit peu âgés, donc vous avez en permanence 8 ou 9 lits sur les 12 ou 13 qui sont occupés. Imaginons que malencontreusement un jour de brouillard et d'intempéries, il y ait un accident sur l'autoroute et que 6 personnes arrivent salement amochées, 9 et 6, 15... Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, donc on confine la Creuse, puisque les urgences réa sont saturées. On arrête tout le trafic routier dans la Creuse pour être sûr qu'il n'y ait pas un autre accident de la route, puisque les réa sont saturés. Voilà. Et donc à Paris, si on avait maintenu Beaujon, l'Hôtel-Dieu, etc., je pense qu'on aurait largement les capacités d'absorber cette vague. Puisque là, on a vraiment une approche complètement comptable et tableur Excel. On s'approche de la saturation des hôpitaux, boum, on ferme l'économie. C'est quand même un truc, excuse-moi, de dingue, quand même. Oui, c'est complètement délirant. Alors, 3 chiffres que je voulais partager. Le premier, c'était le nombre de morts globalement en France. Ça rejoint ce que tu évoquais. Il y a une dizaine d'années d'environ 500 000 décès chaque année. 600. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à 10 ans après, on est 600, quasiment... 620. Voilà. Et par le jeu de la démographie, le nombre de décès de toute façon annuels augmente très fortement depuis 10 ans. On est certain que grippe plus affection pulmonaire, plus problèmes cardiaques, hypertension, etc. On est absolument certain que statistiquement,
à partir d'octobre 2021, octobre 2022, octobre 2023-24, je peux déjà vous faire une prévision terrible, on va tous mourir. Mais en tout cas, c'est certain, il va y avoir entre 2,5 et 3% de décès en plus tous les ans. Donc ça va forcément s'aggraver. Et ça, c'est des facteurs démographiques et c'est structurel. Voilà. Et face c'est le baby boom qui est devenu papy boom et qui devient décès boom aussi. Voilà. Donc si vous interrogez les gens de chez AXA, ils vont vous dire de façon absolument certaine, on a déjà calculé qu'à l'horizon 2020, le nombre de décès par an en France sera plus proche de 700 000 que des 620 000 actuels. Et sachant que là, c'est absolument inexorable, eh bien, on a continué de réduire le nombre de lits pour admettre des gens effectivement en situation de détresse respiratoire ou cardiaque, etc. Donc on le sait, c'est inexorable. Tous les assureurs connaissent ça sur le bout des doigts. Dans les deux hémisphères, etc. On a le même phénomène de vieillissement. Donc on sait déjà qu'on va avoir beaucoup plus de gens à traiter chaque année, chaque automne en réa, et on continue de réduire le nombre de lits. Et les saturations des urgences, c'est critique depuis vraiment 5 ans. On tirait déjà le signal d'alarme il y a 15 ans. On savait déjà qu'on allait vers un vieillissement et donc plus de gens à prendre en charge. Et on a réduit, je ne sais plus combien, de 69 000 lits. C'est une dinguerie. Et aujourd'hui, on nous dit, on atteint le seuil de saturation, on ferme l'économie. On ferme la vie, en fait. On ferme la vie. Et tout ça sans que le Parlement ait à aucun moment débattu là-dessus. Qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Quelles sont les bonnes pratiques dont on pourrait s'inspirer en Suisse, dans les pays nordiques, etc. Il n'y a jamais eu aucun débat en se disant examinons les avantages et les inconvénients de la méthode chinoise, de la méthode néo-zélandaise, ou si vous avez 2 cas à Auckland... C'est zéro Covid, c'est la stratégie zéro Covid. Bon, ce qui n'est pas évident... Non, c'est pas évident. Pas forcément évident à mettre en œuvre quand on est 67 millions, quand on est 6,7 millions. Et quand, en plus ça, quand on est une île et quand on est un pays et l'habitat est complètement dispersé, où finalement chacun est chez soi, à son jardin. Les gens ont des maisons, donc si télétravail, on peut arriver à trouver quand même un coin pour télétravailler sans que les gosses passent derrière ou poussent des cris parce qu'ils n'en peuvent plus de leur petit appartement qui donne sur l'immeuble d'en face avec du bruit toute la journée, la police qui actionne sa sirène pour faire bien comprendre qu'elle est là et qu'elle surveille si jamais les gens ne... Nous, on a remarqué, nous en ville, qu'après 18h, c'est fou ce que les sirènes de police sont bruyantes. Alors là, d'un seul coup, on sait que là, il faut... tout le monde aux abris, on vous attend avec le carnet à souche. Donc, confiner des gens en Nouvelle-Zélande qui sont dans des habitats individuels, où on a de la place pour respirer, pour sortir sans masque, on peut peut-être mieux tolérer le confinement que dans un petit appartement d'une grande métropole. Voilà. Philippe, je regardais la montre et voilà, donc le temps nous a un peu compté pour pas que la vidéo soit trop longue, mais comment tu vois justement, donc là ça fait 1 an, comment tu vois l'année qui vient, quelles sont tes prévisions rapidement, mais voilà les grands traits de ce que tu prévois, et après je voudrais avoir ton avis sur le retour éventuel de l'inflation et sur l'augmentation des taux d'intérêt. Donc j'aimerais d'abord avoir ton avis sur les prévisions que tu as un petit peu, toi, les scénarios que tu as en tête, et puis après ce que tu penses de l'inflation et de la remontée des taux actuels. Alors je dirais qu'il y a deux niveaux autour desquels je vais articuler ma réponse. Donc on va commencer d'abord, parce qu'on parlait beaucoup de la France, donc on va en finir avec la France en disant voilà, j'ai l'impression qu'on n'a rien appris, rien compris de ce qu'on pouvait faire pour prévenir la pandémie, pour la traiter. Et on n'a pour l'instant pas de feuille de route, on n'a rien, pas de calendrier, donc on est dans le brouillard complet. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif. Je pense que ne pas avoir de perspective psychologiquement, c'est encore pire finalement que de se dire ça va être dur, mais on va en sortir, il y a un chemin. Voilà. Donc nous en France, on n'a vraiment pas de chemin, et le seul chemin qu'on prend pour l'instant, c'est toujours plus d'antidépresseurs, donc c'est énorme. Et quand on est dans cet état-là, finalement on n'a pas tellement envie ni de consommer, et surtout encore moins d'entreprendre.
Parce que si je crée un business et qu'on a un nouveau reconfinement, parce qu'on nous dit cette fois-ci, comme le confinement, le semi-confinement du 15 mars 2021 est pas un vrai confinement et que ça ne va pas arrêter la pandémie, ou c'est pas comme ça qu'on arrête une pandémie, qu'on nous met derrière un confinement strict à la néo-zélandaise, moi je ne vais pas créer un business, naturellement, où je vais attendre. Bien sûr, et si j'ai une grosse dépense à faire, je ne vais pas me précipiter. Naturellement. Parce qu'en plus ça, je ne sais pas si mon job, je l'aurai encore à la rentrée, ou si mon employeur, lorsqu'il aura épuisé son PGE, est-ce qu'il va continuer d'exister. Enfin, voilà. Parce que ça va s'arrêter, forcément. Il y a un moment où l'État va nous dire, ça y est, on revient à une forme de normalité. Tous ceux qui étaient, on va dire, zombifiés par les subsides, les aides, et heureusement qu'elles existent quand même, là, c'est là qu'on va voir vraiment à la marée basse qui se baignait en caleçon et qui était à poil financièrement. Donc, c'est pas maintenant qu'on va voir les problèmes, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an. Et les financiers, évidemment, se projettent déjà dans ce 1 an. Dans ce 1 an, quelle va être la sinistralité au niveau des crédits, des prêts, etc. Donc je pense que les banques vont être amenées à être plus frileuses aujourd'hui dans leurs prêts, sachant que l'échéance des aides gouvernementales, cette échéance, elle se rapproche. Donc il est urgent de se montrer beaucoup plus sélectif et faire la part entre ceux qui vont naturellement survivre, c'est-à-dire les multinationales ou transnationales, et le business franco-français. Oui, le petit business, les petites entreprises. Voilà. Donc pour la France, je ne suis pas spécialement optimiste. Au niveau économique, pour l'ensemble de la planète, on entend parler de 5,6% de croissance prévision au CDE, 6,5% de croissance aux États-Unis, prévision Fed. Le Conference Board est un petit peu plus conservateur et table sur 5,4, 5,5, ce qui effacerait quand même la récession américaine de 2020. Et sur la Chine, on est sur des hypothèses de 7. L'Inde également, hypothèse de 7. Et l'Inde, je dirais que les prévisions sont crédibles, puisque dans ce pays de 1,350 milliard d'habitants, ils ont un taux d'incidence considérablement inférieur au nôtre. Alors évidemment, la population structurellement n'est pas la même, elle est beaucoup plus jeune, mais en Inde, l'ivermectine a été prescrit à grande échelle. Ils ont aussi essayé le protocole avec l'hydroxychloroquine, voilà. Je crois. Et donc ils ont eu un nombre de contaminés infiniment inférieur, mais je dirais que l'exemple indien ne nous a pas parlé du tout. Et l'exemple suédois en termes de préservation de l'économie n'a pas non plus été retenu. On a préféré, nous, le modèle chinois, mais sans les masques et sans les hôpitaux qu'on construit en 1 semaine. Sans les masques, sans les hôpitaux, sans vaccin, puisque qu'on soit pour ou contre les vaccins, mais en tout cas, c'est compliqué de vacciner. Et avec le passeport vaccinal qui arrive, mais le passeport vaccinal, je pense qu'il pourrait déjà commencer à commander les papiers, parce que si c'est comme les masques et les vaccins, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir arriver, ce passeport vaccinal. Philippe, l'inflation, donc tu dis plutôt difficile en France, mais finalement dans un monde où on pourrait avoir un océan de reprise. Oui. La dette, évidemment, n'est soutenable que si on a une reprise qui est largement supérieure au coût de l'argent. On a de la chance, le coût de l'argent est de 0. Donc je dirais que même, à la limite, un pays comme la France, plus il s'endette, plus il gagne de l'argent, puisqu'on continue d'emprunter entre moins 0,50 et moins 0,70 sur des échéances de 1 mois à 6 mois. Donc on paye la France pour s'endetter, aujourd'hui encore, mais on s'endette beaucoup plus vite que les autres pays. Oui, notre rythme d'endettement. Il n'y a que l'Italie qui, effectivement, reconfine, donc les choses se passent pas très très bien. Mais pour des autres pays, on va dire que la vague de l'endettement, elle est déjà passée. Ils sont déjà dans la reprise et donc on va commencer à écluser un petit peu l'endettement qu'on a accumulé. Les États-Unis, c'est le même schéma naturellement. Donc il faut beaucoup de croissance pour évidemment écluser une dette aussi grosse que celle qu'on a constituée. Et il faut aussi l'éliminer de façon indolore, comme ça a été le cas de 1945 à 1951, 1945-1951, après la Seconde Guerre mondiale, où la dette américaine avait explosé, et pareil, c'était des trajectoires complètement exponentielles et paraboliques, et avec 5-6% d'inflation, cette dette a été éclusée, mais avec des taux d'intérêt qui, évidemment,
avait suivi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas 5 ou 6% d'inflation et des taux à 0,25. Donc on s'est très bien accommodé de taux plus élevés et d'une inflation plus élevée. Et ça a effectivement réduit la dette. Là, on a bien compris qu'on ne peut pas augmenter les taux parce que le niveau d'endettement avant la crise était déjà tellement pharaonique et on n'est jamais sorti de la crise de 2008. La vérité, c'est ça. C'est ça, absolument. Voilà. Donc on n'a pas payé la crise de 2008. Voilà. Donc depuis 12 ans, la crise de 2008, les entreprises affichaient le taux d'endettement le plus élevé qu'on a jamais connu dans l'histoire, puisque en 1945, c'était l'État américain qui était endetté et pas les entreprises. Au contraire, les entreprises, elles, on leur passait des commandes d'avions, de munitions, de tout ce qu'on veut. Donc l'économie américaine fonctionnait très très bien. Elle a connu une récession juste après la guerre, puisque d'un seul coup, on a arrêté de commander massivement. Oui, il a fallu que l'appareil industriel se repositionne sur le besoin civil. Voilà. Donc, à l'époque, on n'avait pas la problématique de se dire comment on va payer cette dette, parce qu'on n'en avait pas à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Là, on arrive de 12 ans où finalement on a continué de l'accroître la dette, et on a continué d'acheter la croissance. On investissait 3 $ pour créer un dollar de PIB supplémentaire. Maintenant, on en est à 4 $ pour créer un dollar de PIB. C'est-à-dire que, bon, c'est évidemment pas tenable à moyen terme. Donc, pour réduire cette dette, il faut à la fois de la croissance et il faut de l'inflation. Il faut maintenant les deux. Sauf qu'il y a vraiment là où ça coince vraiment, c'est qu'avec de l'inflation, on ne peut pas se permettre, il faut une hausse de taux qui suive, mais on ne peut pas, parce que si on monte les taux, toute la bulle de dette, elle explose. Alors la question c'est, peut-on avoir un retour de l'inflation, d'autant plus inflationniste ce retour, que justement on n'augmentera pas les taux, ou que les taux suivront avec un moment de retard? Alors si on n'a pas de hausse de taux, de l'inflation, des salaires indexés, c'est-à-dire que les gens ne perdent pas de pouvoir d'achat, ou ils arrêtent d'en perdre, comme en Europe, l'Européen perd du pouvoir d'achat depuis 20 ans, avec des jauges d'inflation totalement falsifiées, notamment l'immobilier qui compte seulement pour 7%, je crois, voilà, de l'indice INSEE, voilà, quand c'est 30% pour un ménage moyen. Les coûts de l'éducation ont augmenté, je ne parle même pas des taxes, plus on paye de taxes, moins on a de services, moins on a de tribunaux de grande instance, moins on a de maternité, etc. Plus on paye d'impôts, moins on a de services. Enfin, qu'on m'explique ce mystère. Je ne sache pas que l'énergie suive également la courbe d'inflation de l'INSEE, puisqu'on voit que le gaz augmente à chaque fois à coût de 5%. Et l'électricité. Alors que le gaz, en fait, il a quand même pas mal baissé en termes de prix. Bref, tous les coûts fixes ont fortement augmenté, les salaires n'ont pas suivi. Donc là, il faut absolument qu'on redonne du pouvoir d'achat, parce que là, inflation, et si les salaires ne suivent pas, ou peu importe, les revenus en général, c'est-à-dire le salaire, plus les aides, plus la prime, plus le futur revenu universel, plus voilà, les primes, effectivement. Il faut que les revenus soient en avant de l'inflation. Alors, elle va comme ça, au moins s'autogénérer. C'est ça, elle va être auto-entretenue. Et si on ne monte pas les taux, ou que les taux sont 250 points derrière l'inflation, hein, c'est-à-dire 5% d'inflation des taux à 2,5, 7% d'inflation des taux à 4,5, voilà, 4,5, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on compense en créant de la monnaie. Oui. Et plus on crée de monnaie, plus on la dévalue. Donc on réalimente la pompe à inflation. Donc tous les mécanismes vont devenir inflationnistes. Inflation de monnaie, des banques centrales qui délibérément laissent filer l'inflation, une spirale prix-salaire ou prix-revenu global. Et dans tout ça, qu'est-ce qui va monter relativement par rapport à la décrue de la monnaie? Les matières premières. C'est-à-dire que tout va nous coûter plus cher, l'énergie, les constituants de base d'une batterie de la future voiture verte et rechargée avec le charbon des centrales du Mecklembourg et de Pologne. Donc on va avoir besoin de matières premières pour cette transition verte. Et ces matières premières, à mon avis, elles vont flamber. Oui, parce que les producteurs, ils ne vont pas accepter $1 ou €1 qui perd 5% de sa valeur par an. Oui, enfin, ça sera 5% plus cher, 10% plus cher, etc.
Effectivement, ça. Donc je vois un gros cycle reflationniste des matières premières, et je me dis que pour ceux qui ont un petit peu d'argent de côté, voilà. On va dire, comment je fais 50 millions de dollars ou 50 millions d'euros et plus. Jusqu'à présent, je détenais des emprunts, enfin des bons du Trésor qui ne me rapportaient rien, bien sûr, puisqu'en Allemagne on était à moins 0,60, en France à moins 0,30. Donc j'achetais quelque chose dont je savais que ça me mangeait mon capital, parce que j'avais l'assurance que la banque centrale allait me le racheter plus cher, et que ce plus cher allait annuler le déficit Oui, je gagnais plus sur la valorisation du capital de mon obligation que sur la perte du coupon et du taux d'intérêt. Voilà. Donc c'est inversé là avec la. Donc demain, si on a de l'inflation, ça veut dire que structurellement, 40 années de décrue des taux d'intérêt, de hausse symétrique de la valeur nominale des obligations quelles qu'elles soient, que ce soit les bons du Trésor, des émissions AAA, AA ou maintenant BBB, où on a maintenant des primes relatives du BBB par rapport au AAA qui sont des surréalistes. Entre le AAA et le BBB, on avait en moyenne historique 350 points de prime. 3,5 pour l'équivalent de 3,5%. Voilà, c'était le coût pour accepter le risque lié à une émission pas extrêmement solide. Pour le double B, c'était plus de 500 points. Et là, aujourd'hui, on est tombé, dans certains cas, à 250 points, puisque on sait que la Fed, derrière, achète les émissions des producteurs de pétrole, ou les émissions des croisiéristes, dans lesquels il n'y a plus, un bateau de 6000 personnes, dans lequel il n'y a plus personne, et plus d'équipage. Qui navigue plus, oui. Voilà. Donc, toutes ces émissions obligataires-là, qu'on paye avec des primes ridicules, dans un contexte inflationniste, on va revenir à quelque chose de normal, c'est-à-dire 350 points de base pour du BBB par rapport au AAA, et tout ce qui sera, comme on dit, high yield et junk, on va revenir à 500 points, 600 points, 700 points. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui évidemment ne vont pas pouvoir continuer d'émettre. Là, si elles peuvent émettre à 300 points, elles ne vont pas pouvoir émettre à 700. Voilà, donc ça c'est game over pour tous ceux qui n'auront pas de hausse de leurs revenus ou de peu de marge. Ça va être très très vite vu, c'est-à-dire que les financiers savent que quelqu'un, si tu le finances à plus de 8%, tu sais que tu as 50% de chance de ne pas être remboursé. Donc tes 8% de revenus ne couvrent pas ton risque. Donc on ne prête pas. Alors justement, donc là pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont certainement pas 50 millions de dollars, mais qui ont au mieux peut-être 50 000 euros. Ceux qui ont 50 millions de dollars et dont l'obligataire pouvait représenter 40%. Ils vont changer. Ah bah eux, ils vont aller où? Ils vont cesser de détenir des actifs dont ils sont sûrs qu'ils vont perdre. D'accord. La valeur. Ils vont se mettre sur quoi, eux? Il leur reste éventuellement les actions, mais les actions ne montent pas dans un contexte de hausse de taux, tout le monde le sait aussi. Donc il ne va pas rester grand-chose, si ce n'est l'immobilier et les actifs tangibles, par opposition aux actifs virtuels ou reposant sur une économie totalement virtualisée, numérique. On ne parlera pas du Bitcoin maintenant, Philippe, parce que sinon on en a pour 1 heure. Toi et moi, on est passionnés par ce truc-là. Il faudra qu'on se refasse une autre vidéo. Oui, sur on parlera plutôt des stablecoins d'ailleurs, puisqu'en fait, si on recherche quelque chose qui mérite l'appellation de monnaie, on ne peut parler que de stablecoins. Les autres ne sont que des instruments de spéculation. C'est clair. Donc, je referme la parenthèse. C'est clair. Donc, Philippe, pour ceux qui nous écoutent, un retour de l'inflation, ce qui est tout à fait cohérent avec ce que je pense et les idées que j'ai déjà partagées avec notre petite communauté du grenier, mais donc un retour de l'inflation, une baisse de tout ce qui est obligataire forcément puisque les taux vont remonter. Et ce qui suppose un activisme des banques centrales phénoménal. Je dis qu'on n'a encore rien vu. Parce que tous ceux qui ont, comme je disais, 50 millions de dollars et plus, qui savent que l'obligataire c'est terminé, qu'il ne faut plus en avoir, sinon c'est une perte assurée. Il va falloir assurer la liquidité de tous ces retraits. Donc tous ces retraits, les banques centrales, pour éviter l'effondrement, parce que là ça serait vraiment game over pour le système. Et du crack obligataire. Pour éviter un crack obligataire. Ils vont devoir se mettre en face, ils vont devoir tout acheter. Donc comme il y a l'argent pour acheter tout ce flux des grosses mains, cet argent il va falloir le créer ex nihilo, donc de l'argent que l'on crée ex nihilo, ça dévalue l'argent dans sa totalité. Donc là, effectivement, ça rejoint l'argumentaire de ceux qui vous disent acheter du bitcoin parce que c'est le truc que les banques centrales ne vont pas pouvoir contrôler, ne vont pas pouvoir falsifier. Ça marche aussi avec l'or et un appartement. Alors je me disais que justement, quelque part, l'or a quand même plus de 3000 ans de bons et loyaux services dans le cadre de l'inflation,
puisqu'on se rappelle que du temps des Romains, quand l'Empire était un petit peu juste pour payer les mercenaires qui défendaient les frontières, on commençait à rogner les pièces d'argent, les pièces de bronze, et puis finalement on en refondait une nouvelle série où on en mettait de moins en moins, c'était de plus en plus fin. Alors voilà, la pièce était toujours le même diamètre, mais son épaisseur était réduite de 2/3. Donc il va se passer exactement la même chose. Donc qu'est-ce qui a fait sa preuve dans le cadre d'une création monétaire à la République de Weimar? À travers l'histoire, ça a toujours été l'or, l'argent. Donc les métaux, et on va dire depuis que l'habitat s'est beaucoup plus urbanisé, effectivement, l'immobilier, et là, ça veut dire que l'antériorité de la protection face à l'inflation par l'immobilier, l'antériorité est plus faible, on est à peu près 150 ans, un siècle et demi, pour l'or et l'argent. Ils rendent très très bien ce service dont on prétend que le Bitcoin va le rendre, sachant que 92 ou 95% des unités sont entre les mains de 1% des détenteurs. Qu'on appelle les grosses baleines. Là. Voilà, c'est des gens évidemment qui sont de grands humanistes et jamais ne pourraient envisager de se servir de leur privilège, de leur position dominante, d'initié, de position ultra dominante pour en tirer le meilleur parti pour leurs propres bénéfices. Non, jamais. Voilà. Alors que l'or, je le rappelle, n'est la dette de personne. La propriété d'aucune grosse baleine, puisque sa possession est très diffuse. Donc l'or, ok, l'or, les métaux précieux. L'immobilier, acheter de l'immobilier, on va finir, on va conclure là-dessus Philippe, mais acheter de l'immobilier à taux fixe aujourd'hui, avant que l'inflation n'arrive justement, bonne idée pour toi, mauvaise idée ? Si on est vraiment dans un contexte de remontée des taux, c'est une excellente idée de profiter de taux zéro aujourd'hui pour acheter de l'immobilier, sachant que si la bonne hypothèse est celle qui, on va dire, n'est pas explosive socialement, c'est-à-dire de salaires et de revenus indexés sur l'inflation, si on va vers des taux à 4 ou 5%, ce qu'ils étaient d'ailleurs en 2008, je rappelle, en 2008 avant l'éclatement de la bulle. On a des taux à 5-6%, il ne faut pas remonter au Moyen-Âge pour retrouver ce niveau-là. C'est tout à fait normal. Bon, ceux qui avaient emprunté à pas cher juste après la crise de 2003, les taux étaient à l'époque à 250 points de base, ils sont montés après ça à presque 500. C'était une très bonne période, puisque à la fois les prix de l'immobilier ont augmenté, et en relatif, ce qu'on avait à rembourser chaque fin de mois était érodé quand même par la baisse de valeur de la monnaie, quelque part. Donc là, on va avoir ce phénomène-là, mais avec une échelle autrement plus importante. Comme celle des années 70. Et plus rapide. Donc effectivement, on peut peut-être imaginer un scénario 74-82. Voilà. Où les gens qui avaient acheté en 74, en 82, leur appartement leur avait coûté même pas le tiers de ce qu'ils avaient mis sur la table à l'origine. Voilà. Donc c'est un pari. On va arrêter là, Philippe, je suis désolé. Merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous. On vous laisse là. Je vais aller couper si ça ne s'est pas déjà coupé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un JT du grenier qui sera du grenier. Mais ça, c'était un premier JT délocalisé. J'espère que ça vous plaira. Un petit pouce bleu pour Philippe et moi. À très bientôt. Merci les amis. Au revoir. Voilà. On va même